Donc, chers maîtres, chers confrères, dans le cadre du staff de la formation continue, permettez-moi de vous présenter le 5e cours qui va porter aujourd'hui sur l'épreuve d'effort. Donc pour ceci, nous allons adopter un plan suivant. Donc en première partie, je vais traiter une première partie qui serait plus technique, surtout pour le plus jeune d'entre nous. Donc je vais entamer les principes de base de l'épreuve d'effort. Après, je vais parler des risques et de sécurité de cette épreuve d'effort avant de définir la réalisation pratique, de citer les contre-indications, les protocoles utilisés, les critères d'arrêt et de détailler la dynamique de la fréquence cardiaque, la pression artérielle et de l'ECG. Et avant de parler en dernier des données de l'épreuve d'effort cardiovasculaire, cardio-respiratoire à VO2 max. Et en deuxième partie demain, nous allons entamer les parties d'indication en cardiologie avant de conclure par des cas cliniques. Donc l'épreuve d'effort est un examen clé en cardiologie qui permet le diagnostic essentiellement de l'ischémie myocardique, mais aussi pour l'évaluation clinique de d'autres cardiopathies. Il consiste en un exercice maximal ou limité par des symptômes avec enregistrement continu d'un ECG, de la pression artérielle et d'autres variables cliniques. Donc les dernières recommandations de l'épreuve d'effort, elles remontent à 1997, publiées par la Société française de cardiologie. Ces recommandations ont été mises à jour dernièrement, il y a 2 mois, et en publiant des lignes directrices sur lesquelles je me suis basé pour rédiger ce cours. Donc le principe de base de l'épreuve d'effort, c'est de réaliser un effort quantifié selon un protocole bien défini, d'analyser l'ECG, de mesurer la pression artérielle en demandant au patient de signaler l'éventuelle apparition de signes fonctionnels. La VO2 max, qui signifie la consommation ou le volume d'oxygène maximal, c'est le niveau le plus élevé de transport ou d'utilisation d'oxygène lors de l'atteinte d'un effort maximal. Il est plus long dans sa préparation et il est plus technique dans sa réalisation avec un matériel qui est bien spécifique qu'on va aborder par la suite. Donc pour la sécurité et les risques d'épreuve d'effort, Orman en 2016, dans un papier qui avait publié en traitant le véritable danger des épreuves d'effort, avait censé un trouble du rythme ventriculaire grave pour 7000 tests et un décès pour 70 000 tests. Par conséquent, une observation stricte des contre-indications et des critères d'arrêt est nécessaire dans le déroulement de cet examen. Donc pour la réalisation de cet examen, il faut avoir un local qui est spacieux et bien ventilé. Il faut avoir minimum 2 personnes, dont un médecin, et un équipement qui est bien spécifique. Comme on le voit ici sur les images du service, on doit se mener d'un ergomètre, soit un tapis roulant, soit un vélo. Donc un appareil de surveillance de la tension artérielle, un chariot d'urgence, un ergospiromètre avec un enregistrement de l'ECG et de la spirométrie. Donc avec un pneumotachographe ou un débitmètre et une seringue à air pour adapter les débits ventilatoires. Pour l'ergomètre, on a le choix entre un tapis roulant et un vélo. Donc le tapis roulant, il offre la possibilité d'avoir un pic de VO2 qui est plus spécifique et plus sensible par rapport au vélo. Il est plus familiarisé par le patient. En ce qui concerne les vélos, ça offre moins d'activité artérielle du CG et un coût, un bruit qui est moins. Donc avant l'épreuve d'effort, il faut mener un interrogatoire bien précis avec le patient, lors de la dernière prise de repas, la prise médicamenteuse qui peuvent interagir avec l'examen, surtout les bêta-bloquants et les traitements anti-ischémiaux. Il faut réaliser un ECG de repos. Il faut savoir que pour l'ECG de repos à l'épreuve d'effort, ce qui diffère par rapport à l'ECG ordinaire, c'est les dérivations périphériques qui doivent se situer au niveau sous-claviculaire gauche et droite et au niveau sous-costal gauche et droite. Donc les guidelines de la Société française de cardiologie avaient délimité certaines contre-indications absolues à la réalisation d'épreuves d'effort, parmi lesquelles on cite les syndromes coronariens aigus ST+, ou ST- qui est inférieur à 2 jours, donc un trouble de rythme sévère ou mal toléré, lorsqu'on a une obstruction sévère ou symptomatique à l'éjection du ventriculaire gauche, à savoir par exemple un rein serré qui est symptomatique, une insuffisance cardiaque qui est décompensée, une thrombose veineuse qui est aiguë avec ou sans embolie pulmonaire, une atteinte myopéricardique ou une endocardique, une dissection aortique, lorsqu'on a un thrombus intracardiaque, lorsque le patient il refuse de mener l'examen ou lorsqu'il y a une incapacité à effectuer un exercice physique. Pour les contre-indications relatives, donc on note parmi ces contre-indications une pression artérielle qui est supérieure à 200 sur 110 mm de mercure, lorsqu'on a une sténose significative du tronc commun, lorsqu'on a un anévrisme ventriculaire, lorsque le patient présente un BAV de haut degré au complet, lorsqu'il présente aussi un AVC en été récent, ou lorsque le patient présente un état clinique qui est mal contrôlé, à savoir une anémie mal tolérée, une hyperthyroïdie ou un trouble hydroélectrolytique. Donc pour entamer l'épreuve d'effort, on choisit entre 2 protocoles. On a soit le choix entre un protocole triangulaire et rectangulaire. Le protocole triangulaire, c'est un protocole qui est continu avec vitesse et charge qui sont croissantes. Le protocole rectangulaire, c'est un protocole à pente et à charge et une vitesse constante, mais entrecoupée de moments de repos. Il est plus utilisé chez les sportifs pour la dynamique de la VO2 max.
ou pour l'adaptation cardiaque. Donc l'exercice le plus utilisé comme dans notre service, c'est l'exercice triangulaire. On a deux protocoles, le protocole de Bruce, d'ailleurs qui est le plus utilisé ici chez nous, qui est un exercice à pente et à vitesse croissante, comme le montre le schéma en haut. On peut mener l'examen sous protocole de Beck avec une vitesse croissante, vitesse constante à pente croissante. À savoir que pour certains patients, on peut utiliser un protocole de Bruce modifié. L'appareillage de l'épreuve d'effort, il offre cette particularité en adaptant ce protocole en fonction de l'âge, du poids et de la difficulté des patients. Donc pour la durée de l'exercice, l'idéal doit être entre 10 et 15 minutes. Il faut ajouter 2 minutes minimales d'enregistrement de repos, 2 minutes d'échauffement et jusqu'à 6 minutes de récupération. La première étape, c'est de calculer la VO2 max théorique, généralement qui est calculée par l'ergospiromètre. Une fois on rajoute le sexe, l'âge, le poids et la taille à l'appareil. Donc c'est un algorithme d'équation, comme le montre le tableau ici, qui permet de calculer cette VO2 max théorique sur laquelle on va se baser pour comparer la VO2 max du patient. Donc, en premier, il faut calibrer le débitmètre, le pneumotachographe à l'aide de la seringue à air pour assurer un bon recueil de débit ventilatoire. La première étape d'épreuve d'effort, c'est de réaliser une spirométrie de repos. La spirométrie de repos elle est justifiée par le fait que la plupart des patients ils peuvent présenter une pathologie mixte cardio-respiratoire et peuvent interférer. Donc pour ceci, la spirométrie au repos elle nous donne un ensemble de débit et de volume. La plus importante entre elles, c'est la capacité vitale forcée. Donc la capacité vitale forcée, c'est là, c'est lorsqu'on demande au patient de faire une inspiration profonde suivie d'une expiration rapide et forcée. On a ce chiffre-là qui est de l'ordre de 5,9, on va ici sur le tableau. Deuxième critère, c'est le VMS, ou le volume expiré maximal par seconde. Donc, il y a un critère qui permet de déterminer la courbe de spirométrie en fonction d'un syndrome obstructif, restrictif, mixte ou une courbe qui est normale. Un petit rappel sur les différentes courbes de spirométrie qu'on peut avoir. Ici en haut à gauche, c'est la courbe de spirométrie comme on vient de l'avoir sur la plaque précédente, de courbe de spirométrie normale. Ici en haut à droite, c'est une courbe qui représente un syndrome obstructif. On a une capacité vitale forcée qui est généralement normale, comme on voit ici sur le schéma, mais avec un VMS et des débits expiratoires qui sont abaissés. On peut avoir une courbe de syndrome restrictif où on a la capacité vitale forcée et les diminuée, mais avec aussi des débits expiratoires qui sont diminués, ou dans des cas, un syndrome qui comprend les deux. Donc le but de l'épreuve d'effort, c'est de faire une surveillance dynamique, triple, clinique, électrocardiographique et tensionnelle chez un patient, et ceci quel que soit le but de cette épreuve d'effort. Donc la fréquence cardiaque, généralement, doit augmenter avec l'intensité de l'exercice. Pour ceci, donc, on a défini la fréquence maximale tolérée, qui peut être prédite en utilisant cette formule, 220 moins l'âge plus ou moins 10 battements par minute. Il y avait d'autres formules qui ont été proposées, par exemple pour les femmes ou pour les sujets sous bêta bloquant. Pour la pression artérielle, elle doit être mesurée à chaque palier de l'exercice. Lors d'un effort maximal, elle doit au moins augmenter jusqu'à 40 mm de mercure. Il faut savoir que quand on a une augmentation qui est excessive de la pression artérielle au premier palier, il prédit une mortalité cardiovasculaire, ce qui a été mentionné dans cet article qui a été publié dans Circulation, qui avait montré que chez les patients asymptomatiques, quand on a une augmentation excessive de la pression artérielle et surtout quand on a une tension artérielle qui est supérieure à 180-90, c'est des patients qui sont non connus hypertendus, au deuxième stage de Bruce, donc elle est en rapport avec une mortalité cardiovasculaire. Comme le montre ces deux courbes-là, les patients qui sont non hypertendus, qui ont une pression artérielle supérieure à 180, on note une mortalité qui est plus importante par rapport au sujet normaux, et de même pour la pression artérielle diastolique. On note ici que la mortalité elle était 2 fois la normale par rapport au sujet normaux. Il faut savoir qu'une augmentation excessive elle est de mauvais pronostic, mais aussi une faible montée. Lorsqu'on a un patient aux différents paliers qui a une augmentation de la pression artérielle inférieure à 10 mm de mercure, il est souvent de mauvais pronostic. Et à noter que l'hypotension qu'on peut avoir à la phase de récupération est totalement bénigne chez les patients. Donc ici un article qui est un peu ancien, qui a été publié dans la Circulation, mais qui montre un intérêt très important d'un indice que ces auteurs ils ont proposé. C'est le rapport de la pression artérielle systolique à 3 minutes de récupération sur la pression artérielle maximale. Lorsque ce rapport il est supérieur à 0,9,
note ici que ça augmente la probabilité de coronaropathie. Et le maintien du presseur artériel élevé pendant la phase de récupération, il serait en faveur du fonction ventriculaire qui est altérée. Donc, deuxième étape de l'épreuve d'effort, c'est l'analyse de l'ECG. Les plus importantes, ce que Glickfeld avait présenté dans des articles en 2016 2008 et sur lesquels la Société française de cardiologie s'est basée. Donc, il a défini certaines anomalies de repolarisation afin de déterminer la positivité de cette épreuve d'effort. Il faut savoir que le sous-décalage, il reste l'élément le plus important et le plus fréquent dans 80 à 90% des cas. Et il faut le mesurer 60 à 80 millisecondes après le point J. Les plus significatives quand il dépasse 1 mm lorsqu'il est horizontal ou descendant, et lorsqu'il est supérieur à 1,5 mm lorsqu'il est ascendant. On peut avoir un sus-décalage segment ST qui est significatif lorsqu'il est supérieur à 1 mm. Les auteurs de cet article, donc, en partant du fait que l'ischémie n'est pas, dans tous les cas, n'est pas toujours associée à une obstruction des artères coronaires, mais parfois par une augmentation du besoin en oxygène. Donc, ils ont proposé un index qui relie le segment ST par rapport à la fréquence cardiaque. Donc, il devient plus significatif quand il est supérieur à 1,6 microvolts. Là, on remarque, pour avoir cet index, généralement, il est rapporté sur le compte rendu d'épreuve d'effort. Là, sur l'image, c'est un compte rendu d'un patient ici au service qui a mené une épreuve d'effort qui était positive électriquement. Et on remarque que l'index était supérieur, il était à 3,09. Le cinquième critère, c'est la boucle. La boucle, c'est une reconstruction de cette courbe par l'appareil d'épreuve d'effort. Lorsqu'on a une boucle du segment ST par rapport à la fréquence cardiaque dans le sens des aiguilles d'une montre, elle serait plus en faveur d'une anomalie de repolarisation. Bon, pour ces ECG, donc c'est un ECG d'un patient qui a âgé de 55 ans, qui a un FMT à 165. On voit là qu'il a mené un effort à 166 minutes, donc il a atteint sa FMT. Le CG de repos par rapport à cet ECG à 180 watts, c'est qu'il présentait un sous-décalage qui était ascendant, donc à 2,80 mm, 28 mm. Donc ici, notre ECG un patient qui présentait au repos un segment ST qui était isoélectrique, mais avec l'importance de l'effort, on remarque la présence d'un sous-décalage qui est horizontal de 2,9. Là, le cas, c'est d'une femme de 67 ans qui présentait au repos un bloc de bronche droit qui a atteint elle aussi 100% de sa FMT, et on remarque la présence d'un sous-décalage qui est descendant dans les dérivations latérales. Il faut savoir que la valeur prédictive de ce décalage ST est plus importante, il devient plus importante par rapport à l'importance de ce segment ST. Là, on voit par exemple, lorsqu'on a un ST sous décalage de 1 mm, donc passant de 1 mm à 2,5 mm, la valeur de la probabilité coronarienne augmente. Pour les modifications des complexes QRS, il faut savoir que la durée du QRS diminue normalement pendant l'exercice. Un élargissement qui peut survenir est peut-être en faveur d'une ischémie myocardique. Pour les troubles du rythme, une effort pendant l'exercice ou pendant la récupération, il est prédictif d'une arythmie prolongée qu'il faut surveiller surtout chez les personnes les plus âgées. Il faut se méfier par rapport à la période de récupération, c'est là où la plupart des troubles du rythme surviennent et ils sont souvent de mauvais pronostics. Pour les troubles de conduction, comme j'ai cité tout à l'heure, les BAV de haut degré, ce sont des critères d'arrêt de l'épreuve d'effort. Par contre, l'apparition d'un mini-bloc antérieur gauche ou postérieur gauche, il peut révéler une sténose, soit du tronc commun divers proximal lorsqu'il est gauche, ou de la coronaire droite ou de la circonflexe lorsqu'ils sont étendus. La dernière phase, c'est la phase de récupération. Elle doit être prolongée jusqu'à ce que la clinique et le CG reviennent à la valeur initiale. Généralement, comme j'ai dit, c'est de 3 à 6 minutes et il faut bien surveiller cette étape-là parce qu'il est prédictif du trouble du rythme. Donc, les auteurs de cet article qui a été publié à l'ESC, donc ils sont penchés vers deux critères pronostiques à la phase de récupération. Ce sont des critères de mortalité cardiovasculaire, à savoir la fréquence de récupération à la deuxième minute quand il est inférieur à 20 battements par minute, et plus l'incompétence chronotrope. L'incompétence chronotrope, c'est que lorsqu'un patient, durant les différents paliers d'épreuve d'effort, n'arrive pas à augmenter sa fréquence cardiaque. On voit là sur la courbe que l'association des deux, ça augmente le pronostic de mortalité. Donc pour les critères d'arrêt d'une épreuve d'effort, il y a certains critères absolus, à savoir lorsqu'un patient présente un angor qui est sévère, qui ne peut pas poursuivre cette épreuve d'effort, lorsqu'il y a une diminution en absence de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la fréquence cardiaque malgré l'augmentation de la charge, lorsqu'on a un sus-décalage du segment ST, en dehors des territoires infarcis par exemple, lorsqu'il a une arythmie qui est sévère, lorsque le patient présente des signes de bas débit cardiaque, lorsqu'il présente des signes neurologiques, lorsqu'il y a des problèmes techniques ou à la demande du patient.
il y a certains critères relatifs, à savoir la pression artérielle quand elle dépasse 250 mm de mercure, lorsque ce décalage devient plus important, supérieur à 2 mm, lorsque la douleur thoracique s'aggrave, ou bien lorsqu'on a des arythmies qui sont moins sévères et bien tolérées par le patient. Les critères en faveur d'un effort maximal, chez un patient, on parle d'un effort maximal lorsque le patient présente des signes d'épuisement ou incapacité à poursuivre l'exercice, lorsque la fréquence maximale tolérée théorique, il est atteint ou dépassé. Le quotient respiratoire qu'on va utiliser par la VO2 max, je vais parler par la suite, est supérieur à 1.10 lorsqu'on obtient un plateau de la VO2 max et non un pic de la VO2 max. Donc ici je vais parler je vais citer quelques informations par rapport à l'épreuve d'effort cardio-respiratoire à VO2 max. Il faut savoir que cette épreuve d'effort à VO2 max, elle offre plus de paramètres. Le plus important, le plus connu, c'est le pic de la VO2 max, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres paramètres qui sont plus importants, qui engagent des pronostics, surtout ces patients en insuffisance cardiaque ou ces patients prévus pour transplantation. Donc il y a un ensemble de paramètres. Donc soit il y a le débit ventilatoire, la fréquence respiratoire, il y a le C ventilatoire, il y a la pente du débit expiratoire par rapport au débit en CO2, et la puissance circulatoire, les capacités fonctionnelles, les fractions inspirées ou expirées en oxygène en CO2, les pressions barométriques, les rapports des échanges gazeuses, etc. Donc dans cette partie, je vais essentiellement détailler les 4 premiers paramètres, savoir au premier le débit ventilatoire. À savoir, donc, le débit ventilatoire et la fréquence respiratoire, ils sont généralement mesurés par l'ergospirométrie et le volume courant, le VT, il est calculé selon l'équation que vous voyez au-dessus. Il faut savoir que les deux paramètres, la fréquence respiratoire et le volume courant, sont les principaux paramètres d'adaptation. Leurs valeurs, ils peuvent multiplier pendant l'effort. Donc la fréquence respiratoire, elle peut atteindre jusqu'à 30 à 40 cycles par minute, et le volume courant, il peut être multiplié par 3 à 4 fois la normale. Donc la VO2 max, c'est le débit maximal d'oxygène qui est prélevé par le système ventilatoire, qui est transporté par le sang et qui est utilisé par l'organisme. Il n'est pas directement mesuré, il y a des méthodes alternatives qui utilisent certaines équations pour calculer cette VO2 max. La plus importante, c'est cette équation-là. Donc la VO2, c'est le débit expiratoire multiplié par la fraction inspirée en oxygène moins la fraction expirée. Et généralement, dans les courbes de consommation d'oxygène, on obtient ce plateau-là. Et la plupart des fois, surtout pour les sujets les plus désadaptés, ou lorsque le patient n'arrive pas à terminer son épreuve d'effort, on peut avoir un pic de VO2. Ce pic est témoin de la capacité maximale d'un patient. Sa valeur normale est située entre 30 et 35 ml par kilo par minute, c'est un sujet normal. L'ordonnance cardiaque est entre 10 et 20 ml par kilo. Et les sportifs de haut niveau peuvent présenter un pic qui est de 70 à 80. Il y a certains facteurs qui limitent cette augmentation de la VO2. Sur les sujets sains sportifs, c'est surtout l'augmentation du débit cardiaque suite à l'effort. Et chez les patients en insuffisance cardiaque, c'est surtout les déconditionnements périphériques. Là, on a un tableau qui précise l'interprétation des valeurs du VO2 max en fonction de la valeur du pic théorique qu'on avait cité auparavant. Donc, à savoir qu'à partir d'une valeur de 80%, on parle d'un pic de VO2 max qui est anormal. Et à savoir que les athlètes peuvent présenter des pics qui sont très importants, supérieurs parfois à 140. Là, c'est l'exemple d'une courbe qu'on peut avoir de VO2 par le spiromètre qui montre graphiquement ce pic de VO2. Là, je m'excuse pour la qualité de ces images, mais il m'a semblé très important de les avoir. Donc, ce sont 3 différentes courbes de pics de VO2 en fonction des sujets. Là, on remarque que c'est un sujet normal de 60 ans avec une épreuve d'effort qui est menée à 95% de la FMT, un pic de VO2 qui est de 27, avec un rapport de pic de VO2 sur la VO2 théorique à 98%. Vous remarquez ici en bas à gauche, c'est une courbe d'un patient en insuffisance cardiaque où le pic de VO2 ne dépasse pas les 12 ml par kilo. Et ici, c'est un sujet qui pratique du triathlon. Donc on remarque un pic qui est très important de l'ordre de 58 ml par kilo avec un rapport qui est de 199% de la théorique. Donc ce pic de VO2, il a surtout un intérêt pronostic. L'intérêt pronostic pour l'évaluation et le suivi de la tolérance à l'effort chez le sujet, l'évaluation d'un traitement, surtout pour la transplantation cardiaque, mentionné dans un papier qu'il avait publié, il a fixé un seuil du pic de VO2 de l'ordre de 14 ml par kilo ou 50% des valeurs théoriques pour inscrire les patients sur le registre de transplantation. Il faut savoir que ce pic de VO2 il montre même un intérêt pronostic par rapport à la mortalité. Comme on voit ici sur cette courbe,
Pour les patients qui présentaient un pic de VO2 inférieur à 17 ml par kilo, c'est présenter plus de 50% de mortalité par rapport aux sujets normaux. Il faut savoir que ces sujets-là, cette courbe, c'est surtout les sujets qui étaient non traités par bêta-bloquant. Pour les sujets qui étaient sous bêta-bloquant, ils ont retenu un pic qui était de 13 ml par kilo. Et il y avait même Weber qui avait présenté une classification de l'insuffisance cardiaque en fonction de la VO2 max. Comme on avait cité tout à l'heure, pour la pic VO2 max, il se situe sur les insuffisances cardiaques entre 10 et 20. Donc lui, il a réparti ces classes-là en 4 classes en fonction de ce pic-là, en fonction de ces anaérobies qu'on va voir par la suite. Donc ces seuils ventilatoires, donc ce sont leur détermination actuellement elle est devenue graphique par ces nouveaux systèmes. Donc le premier seuil ventilatoire, c'est le seuil d'adaptation, c'est en fait plus concrètement, c'est le premier essoufflement qu'on ressent à l'exercice. Lorsqu'un patient, lorsque le corps présente une incapacité aérobie à effectuer cet effort et l'énergie elle est détournée vers le métabolisme glycosylé. Donc pour la déterminer, on a une cassure de cette courbe de quotient respiratoire que j'avais citée tout à l'heure, avec une augmentation de la VCO2 par rapport au VO2. C'est une référence pour entraîner surtout les patients en insuffisance cardiaque. Il faut savoir que chez un sportif endurant, le premier seuil ventilatoire peut être situé au-delà de 50% de la VO2 max. Le deuxième seuil ventilatoire, ce qu'on appelle le seuil d'inadaptation, c'est à la fin de l'exercice. Quand le métabolisme anaérobie devient épuisé, et le sujet doit mener une hyperventilation pour continuer cet exercice. En travaillant au-dessus du deuxième seuil ventilatoire, on peut programmer des séances fractionnées sur la filière dite anaérobie. C'est surtout chez les sujets sportifs où ce seuil se situe au-delà de 80% de la VO2 max. Ici, une courbe d'une épreuve d'effort à VO2 max de notre service. Donc il faut savoir que ces seuils ventilatoires ils sont donnés directement par l'appareil. Ici, par exemple, on voit que ce premier pic SV1 et le deuxième pic ventilatoire du seuil ventilatoire. Ici, il y a une deuxième courbe qui associe les deux. On revoit la cassure de la première courbe au début de l'exercice et à la fin de l'exercice, c'est le SV2. C'est la dernière étape d'hyperventilation avant la phase de récupération. Donc le dernier paramètre dont je vais parler, c'est la pente du débit expiratoire par rapport au débit du CO2. Et il renseigne sur la capacité du patient à éliminer le CO2 par une ventilation donnée. C'est un témoin d'efficience respiratoire. Il a une valeur pronostique dans l'insuffisance cardiaque qui est égale ou supérieure au pic de la VO2. Il faut savoir que c'est un sujet normal, la valeur elle est inférieure à 30% et à partir d'une valeur supérieure à 40%, il y a un risque péjoratif. Quand on montre cette courbe-là, des patients en insuffisance cardiaque ont une différente partie d'insuffisance cardiaque, l'insuffisance cardiaque modérée ou sévère. Ceci est expliqué par le fait que lorsqu'on a une insuffisance cardiaque sévère, il y a plus d'espacement pulmonaire dû à la diminution de la ventilation pulmonaire et des débuts pulmonaires qui donne cette valeur qui est supérieure à 40% et qui présente un risque qui est péjoratif. Donc ce serait tout pour aujourd'hui. Donc demain, on va traiter les deuxièmes parties des indications en cardiologie. Je vous remercie.